Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement demande à la population de remettre les suspects capturés à la justice. Selon la ministre haïe de la Justice, Emily Prophète-Milsé, la justice expéditive ne pourra en aucun cas aider à résoudre le problème de l'insécurité que connaît le pays. Les lynchages sont le signe de l'exaspération croissante de la population, affirme l'historien Georges Michel, qui estime qu'il y a un risque de débordement ou de règlement de compte. Célébration ce mercredi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Haïti est en 99e position sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par l'organisation Reporters sans frontières. Le gouvernement ne peut pas tolérer les exécutions sommaires de bandits, c'est ce qu'a fait savoir la ministre haïe de la Justice, Emily Prophète-Milsé. Affirmant toutefois comprendre la colère des Haïtiens, elle invite la population à remettre les suspects capturés à la justice. Selon elle, la justice expéditive ne pourra en aucun cas résoudre le problème de l'insécurité que connaît actuellement le pays. Le mouvement Bois-Calais, dont on fait l'expérience depuis environ une semaine en Haïti, des morts dans les rangs des bandits, la peur qui change de camp. Au niveau du gouvernement, comment vous appréhendez, comment vous jugez ce qui se passe en Haïti actuellement? Le Premier ministre, dans son discours du 1er mai, le discours à l'occasion de la fête du travail, a déjà parlé de la situation et a demandé aux uns et aux autres de garder leur calme. C'est-à-dire, nous comprenons cette saturation de la population, mais en même temps, nous ne pouvons pas être d'accord avec le fait de brûler des gens et de les assassiner sur place sans procès. Donc, nous demandons aux gens de remettre les personnes présumées bandits à la police, à la justice, pour que nous puissions faire notre travail. Nous comprenons la saturation. Et moi, personnellement, je l'ai vu venir, puisque en février, j'avais dit, écoutez, il faut peut-être que vous envisagiez à un certain moment de vous défendre si quelqu'un entre dans le périmètre de chez vous. C'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai rappelé. J'ai rappelé un article du Code pénal, j'avais rappelé la Constitution, et aujourd'hui, moi, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en tant que citoyenne, moi, je demande aux uns et aux autres, comme le Premier ministre a eu à le faire le 1er mai, de remettre les présumés bandits et à la justice et à la police. On va dire peut-être que la justice était toujours là et la police était toujours là quand les gens se faisaient massacrer par des bandits, kidnappés aussi, Madame la ministre. Bonne question, et c'est pour cela que personnellement, moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai verbalisé, que c'est avec l'aide de la population que les institutions souvent arrivent à faire leur travail. Parce que les bandits, quand même, habitaient dans des quartiers où la police ne pouvait pas pénétrer. Dois-je rappeler les faits malheureux du mois de mars 2021 où des policiers ont été tués au village de Dieu. Donc, vraiment, la police a besoin de la population et c'est ce que la population a compris aujourd'hui. Sauf que nous demandons un petit peu d'apaisement, que les présumés bandits soient remis à la police mais ces scènes que on voit partout sur les médias sociaux et dans certains médias internationaux ne servent pas Haïti. Est-ce que le blanc va finalement venir, l'étranger? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que le gouvernement compte encore sur les étrangers pour venir nous donner un coup de main dans les radicaux? Nous sommes toujours demandeurs dans la mesure où nous avons besoin la police a besoin de cette assistance pour la professionnaliser un peu plus et pour lui permettre à l'avenir de faire face à ces formes de guérilla urbaine. Nous attendons. Nous sommes toujours demandeurs.
Les lynchages sont le signe de l'exaspération croissante de la population, selon l'historien Georges Michel, qui estime qu'il y a un risque de débordement ou de règlement de compte personnel. Il estime que les chefs de gang ont désormais le dos au mur et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils déposent les armes. De même, il lui paraît illusoire de parler d'élections avant la pacification du pays. Thucydide, qui est un grand historien grec de l'Antiquité, d'où comment on commence la guerre, ou pas comment on arrête. La guerre ne se déroule jamais selon un plan prévu. Là, c'est même bagarre, ou qu'à prévoir que le peuple va continuer l'opération contre gang, y'en après l'autre, par contre, qui réaction gang. Mais, ce qui est important, c'est que le peuple a un grand avantage sur gang, c'est le nombre. Gang n'est pas nombreux. Même si on a 80 balles dans le chargeur, on finit tirer toutes balles et courir pour courir. Dame qui n'a pas son bout de fait. Ou ouais, vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est des bails atroces, c'est des bails horribles. Pour moi, il y a braché les gens comme ça, tuer les gens comme ça, bouler les gens comme ça. C'est pas moi qui parle pour dire pour bandits, mais bail ça va pas regarder. Le peuple va sortir pour l'arrêter, et bandits comprennent, il y a bien raison sur le peuple là. Pas quoi ça, il y a fini pas perdre de la fin. Pas qu'à éviter ça, mais pour le moment, c'est pas une affaire de règlement de compte personnel. Ça aurait passé lundi 24 avril là. C'est ban petit macaque là associé à ban Iso qui sorti dans le village de Dieu, qui sorti dans contrôle une zone importante dans Port-au-Prince, canapé vert de Lucie. Le résident local dit que quoi pas passé, il y a des armes là, mais manchette qui défendent contre bandits. Et la police te joint un renfort qui a sorti. La boule l'anti-minibus, il stoppé au canapé vert, le peuple a connaît. Bandit dans le commissariat et aller au passé à l'infinitif et bouler. Et a fait bouler à son bail qui montre que le peuple va sortir pour le jouer à bandit encore. Le bouquet. Dieu t'a fait un choix, c'est battre, déposer les armes à l'école, mais il n'est pas raisonnable. Il n'a pas fait ça, il a entré dans la lutte contre le peuple, il a fait tête. Et puis, il va venir des affrontements de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Donc, beaucoup de chefs de gang a bail des missions. Ensuite, il n'y a pas qu'à rendre tête côté au aller. Il n'y a pas qu'à sauver en République dominicaine, il n'y a pas qu'à aller aux États-Unis, il n'y a pas qu'à aller au Canada, il n'y a pas qu'à cacher la province en Haïti. Et si arrêté, le peuple a qu'à entrer dans le commissariat, pour ça défaite dans le groupement. Donc, dans une situation, ils ont le dos au mur. Donc, nous ne comment ça va le passer. Mais on va prendre un dirigeant qui est Ariel Henry. Bandit Village de Dieu mettait tribunal dehors en bicentenaire depuis le mois de juin 2022. Nous avons un an que par un tribunal qui a fonctionné dans le pays, que le tribunal principal du pays ne fonctionne pas. C'est pas mal qui paraît intéressé à Ariel parce que même on aile, il n'y a pas le tribunal là pour fonctionner. Le tribunal là dans le local, il n'est pas obligé de rester dans la bicentenaire qui est en bas ISO. Il n'y a qu'à mettre dans le parc industriel son appui, il n'y a qu'à mettre le Delma. Le cas mettre de l'autre côté. Maintenant, ça n'a pas intéressé. Donc, le peuple n'a pas de justice par un tribunal. Il est obligé de faire une manœuvre désespérée pour défendre cette ligue. Encore une fois, pas cadeau qui vient, ça va le finir. Ni ça, le peuple va le faire. Et ni ça, bandit va le faire. Parce que bandit, il a le dos au mur, le peuple n'a pas de bas. Le peuple a raison sur bandit en finale. Parce que le peuple a besoin de vivre dans le pays et il va quitter bandit ça, craser le pays pour le plaisir. Le parti politique Les Engagés pour le développement dénonce le climat d'insécurité qui règne dans le pays et fustige l'attitude de l'actuel gouvernement face à cette situation. Le chef de ce parti, le docteur Claude Joseph, exige la démission de l'équipe au pouvoir tout en encourageant la population à accompagner la police dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Parallèlement, l'ancien Premier ministre appelle à l'organisation d'élections crédibles pour un retour à l'ordre démocratique en Haïti. Politiquement, le pays a sans gouvernail. Nous face à un gouvernement décrié, illégitime, impopulaire. Après presque 2 années sous pouvoir, résultat,
c'est zéro barré. C'est peut-être ça, population bayo carton rouge. J'ai nous tous constaté, Ariel Henry pas manifesté aucune volonté pour jouer une solution à la crise gouvernance. Pendant plusieurs fois, il a décidé de passer en bas pied quelques secteurs dans la vie nationale là, qui te montré bon gens volonté pour résoudre la crise là. J'en nous tous connaissons. Ariel Henry, pas sincère. Économiquement, la vie a vint extrêmement chère. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à payer caille. Puis tout produit première nécessité autant que l'huile, poivre, maïs, diri, et spaghetti, banane, monter tête nègre. Quant à pour Gaza qui c'est un produit transversal, peuple là pas qu'à joindre ça. Inflation atteint bas 50%. Qui veut dire peuple là vient 50 fois plus pauvre, plus vulnérable, plus misérable. Goud là tourne les oreilles bourrées. Difficulté économique ça c'est résultat mauvaise gestion qui chita sur corruption, népotisme, favoritisme et clientélisme. Face à la situation malouk ça, peuple haïtien réagit. Il décrété permanence, il déclaré coucou rouge contre insécurité et kidnapping. Parti politique aidé a félicité peuple haïtien pour engagement, courage et détermination dans la bataille la menée contre insécurité et kidnapping. Aider à profiter de moment ça pour saluer le travail force l'autre. Malgré Ariel Henry pas ba yo moyen, mais il a décidé d'accompagner le peuple là dans la bataille la menée contre l'insécurité. Et de quoi choix souverain peuple a fait pour assurer directement la sécurité dans plusieurs quartiers, c'est une humiliation nationale. Avec un autre échec pour Ariel Henry qui n'a aucune légitimité et compétence pour continuer à mener le pays. Dans ce sens, parti politique a demandé peuple là pour lui agir avec en pile intelligence. Aider à inviter peuple là pour continuer à faire coucou rouge des bandits dans tout quartier et puis remettre by force l'autre. Aider à inviter peuple là tout pour remettre by la police toutes armes avec l'autre matériel que yo arrivé saisi dans mes à tout faire. Pendant le peuple a continué à prendre responsabilité devant action criminelle et de quoi c'est bon gens politique public qui a aidé à attaquer toute qualité racine qui la cause crise insécurité historique ça. Et de quoi Haïti besoin bon gens politique public qui ka bay timoun yo ak jen yo une autre perspective. Parti politique la quoi pays a besoin bon gens initiative économique et sociale qui pour croiper la misère, pauvreté et chômage qu'a fini avec la population aujourd'hui. Un travail d'harmonisation entre les associations de médias et de journalistes est nécessaire pour aider à la résolution de la crise haïtienne de la vie d'un certain nombre de journalistes. Ils estiment que la tâche des travailleurs de la presse est beaucoup plus compliquée aujourd'hui qu'il y a quelques décennies en raison de l'évolution de la société haïtienne. Toutefois, la situation difficile que vit le pays n'est pas une raison pour ne pas tenir les missions fondamentales de la presse, estime-t-il. Nous connaissons une série de zones de non-droit, surtout actuellement là, et un pile citoyen a couru quitter Caillou par exaction bandit qui fait irruption dans des quartiers et nous avons bien aimé à rencontrer la population, à rapporter l'autre membre de la population qui savent vivre, mais nous ne sommes pas capables. Et là, nous connaissons un peu de journalistes dans la zone et département de l'Artibonite, côté gang yo a fait la loi. Et nous connaissons un peu de journalistes qui derrière a des informations, côté gang yo a menacé. Ça veut dire nous pas vraiment une liberté pour nous exercer la profession. Et surtout, à cause du phénomène d'insécurité, travail nous comme journalistes devient très compliqué, que ce soit pour nous-mêmes comme citoyens avant, pour protection nous, mais comme journalistes en particulier. Surtout en Haïti, et
yo pas vraiment accordé importance ou bien pas gagné vraiment de couverture sécuritaire pour journalistes yo. Donc souvent journalistes livrés à eux-mêmes et même s'il y a des organisations de droits de la presse qui a essayé ouais comment pour yo gérer quelques bagages mais yo limité parce que yo pas gagné assez de moyens pour yo accompagner journalistes qui dans une série de situations difficiles. Malheureusement, nous avons une société qui n'a pas droit à l'information. C'est un premier bagage que le journaliste a besoin. Il faut qu'il aller pour que investigue source information pour que baille. Malheureusement, il n'y a pas d'archive qui l'ouvre, il n'y a pas aucun ministère qui l'ouvre pour que un journaliste même que investigue. C'est pas ni fouiller à porte, c'est pas ni en mettre des monde, mais c'est travail que il a fait. Donc moi-même, je pense que le combat doit continuer pour que les journalistes soient organisés dans le sens que pour que forcer l'État, pour que les baillent moyens pour que yo aille chercher information yo côté que yo doit chercher et surtout pour que yo gagne une sécurité en tant que journaliste, travailleur de la presse et qui gagne badge sous yo, qui reconnu mais pour que yo accompagner yo leur gagne mais pour que yo aille faire travail yo sur le terrain. Je dis difficile pour pays. La presse me pense que le travail est plus lourd que jamais. Et puis gros parce qu'on est une société qui gagne plus passé 85% moun yo qui va régler rien, une société qui en chômage, qui au chômage, qui dans une situation extrêmement difficile, situation pire raide que le pays il y a 30-40 ans. Donc job on est qui journaliste, je dis a vinn plus gros et journalistes malheureusement regardez ça vivre. Qui ça vivre? N'a vivre même problème avec société. Il y a des lois mandé tout. Comment pour journalistes exercer job yo et puis exercer job là pour l'autre moun yo tout. Pour une société côté il faut professeur, puis faut moun ap quitter pays après aller. Parfois on sent tout pour compte tout. Ou même qui journaliste tout bagarre la tout chaud. La tuyo, la faut crier, la faut mal. Ou dès qu'on ouais 11 ans là, tout près et puis ou virer ou pas well. Bon famille ou ap quitter là, li ba dou l'aller. C'est dit que nous vivons une crise sociale qui est extrêmement importante. C'est vrai qu'il faut nous dénoncer. Et il y a besoin de ça. Quand on a arrêté dans la société, la société haïtienne, pour pas dénoncer un bagage qu'on estime qui... Parce qu'il y a assez de bagages pour dénoncer. C'est parce qu'il y a tellement de bagages qui dénoncent qui fait nous dans une situation difficile. Mais la dénonciation pas doit arriver dans un niveau, par exemple, où tellement versé dans la partisanerie, et puis ou pas gain bon sens ou perdu dans le travail qu'on gagne comme journaliste pour informer normalement comme ça doit et faire tout ça gagne comme travail et puis qu'embe société en harmonie. De pour accepter fonctionner comme journaliste ou t'as l'étudier ou venir professeur, c'est pour connaître qu'il y a des risques. Il y a des risques du métier, et bien par conséquent, ou même une façon pour vivre, une façon pour fonctionner, mais cependant, son métier, quel que soit le pays où tu vas, il y a un risque. Il y a un risque. Quel que soit côté la fonction de journaliste, mais son fonction qui a un risque là-dedans. Des pour exercer, les risques, maintenant, ou même, il y a une responsabilité journaliste sur subsister. Mais cependant, on ne peut pas faire journaliste sans que pas gain la presse d'investigation. Il faut enquêter sur des objets, sur des sujets qui ne peuvent pas porter à la connaissance de tout le monde, que ou même seulement on a un indice pour aller à la recherche des faits. C'est rôle le journaliste. C'est rôle ça. C'est faut enquêter ou pas qu'à tout le temps seulement son manifestation, son conférence de presse qu'on a prouvé. Eh bien, il faudrait bien que ou une capacité pour aller investiguer sur des questions d'intérêt national. Comme chaque année, Reporters sans frontières publie son classement mondial de la liberté de la presse, 99e sur 180. Haïti régresse. L'organisation estime que les journalistes haïtiens sont victimes d'un cruel manque de ressources financières, de l'absence de soutien de la part des institutions et d'un accès difficile à l'information. Elle note par ailleurs que depuis 2 ans, les journalistes haïtiens sont aussi la cible des gangs victimes d'enlèvements ou assassinés en toute impunité. Pas moins de 9 journalistes ou travailleurs de la presse ont été assassinés en Haïti depuis juillet 2021, note un rapport de l'Organisation de défense des droits humains dénommé Fondation J'éclairé dans un rapport rendu public hier mardi.
La Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède et la Finlande occupent les 5 premières places du classement mondial de la liberté de la presse cette année. Effectivement, c'est bien analysé, ça traduit une dégradation de l'environnement sécuritaire particulièrement, puisque politiquement, les journalistes sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, de dire comment ils voient telle ou telle situation. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils parlent de ce qu'ils voient, parce qu'ils commentent l'actualité. Et nous sommes heureux de cela, mais nous avons hélas à déplorer la perte de plusieurs journalistes et dans certains cas, je prends celui du journaliste qui est tombé à Delma 33. Il y a eu une enquête de l'inspection générale de la police qui a abouti et nous continuons à demander, notamment dans le cas de Garites Okaï, que l'enquête aboutisse, que lumière soit faite sur sa disparition. Reporters sans frontières, comme je viens de vous le dire, Madame la Ministre, a publié son classement mondial de la liberté de la presse, 99e sur 180 pays. Haïti régresse de 29 rangs, après 77e place sur 180 pays en 2022. Ce classement aussi traduit que les choses vont mal quand même pour nos autres journalistes. Les choses vont mal pour les journalistes qui font partie de la société haïtienne. Aujourd'hui, nous allons très mal et nous devons déplorer chaque jour des comportements, des attitudes, beaucoup d'actes de banditisme et beaucoup de journalistes. Il y a un journaliste de Radio Solidarité que nous avons perdu aussi. Il était juste devant chez lui quand des gens sont passés à moto et ont fait feu. Donc il y a beaucoup d'actes répréhensibles dans la société et l'État doit adresser ces comportements. Ceux qui se rendent coupables d'assassinat ou qui violent la loi doivent répondre devant la justice. Et que promet le gouvernement ? Le gouvernement promet de faire de son mieux et c'est ce que moi personnellement, mes collègues ministres, le Premier ministre, nous faisons tous les jours. Nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation sécuritaire, pour apporter des réponses à ce qui se passe. Parce que c'est une situation sociale très complexe, très difficile et nous l'adressons tous les jours. Nous voyons quelles solutions seraient plus appropriées, ce qu'il faut faire pour rétablir la situation. Les journalistes, je dirais, ce sont tout simplement des éléments de l'ensemble. Pour parler de l'ensemble? Les journalistes font partie de l'ensemble, mais les journalistes, c'est encore autre chose, dans la mesure où ce sont des éléments tellement importants dans le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire, et grâce aux journalistes, il y a une circulation de la parole qui fait du sens. Parce que les journalistes, leur métier, d'abord, c'est de crédibiliser l'information. Il y a beaucoup d'informations à la faveur des médias sociaux qui circulent, beaucoup d'intoxication aussi. Et le rôle du journaliste, c'est un rôle tampon. Il vient dire, voilà ce qui s'est passé, voilà le contexte dans lequel cela s'est passé. Et il aide les gens à comprendre et à mieux aborder l'actualité. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance s'est tenue ce mercredi à l'occasion de la première décennie du Salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent. À cette occasion, 14 personnalités qui soutiennent cette initiative depuis 10 ans ont été honorées. Cette activité s'est déroulée en prélude à l'ouverture du Salon du droit qui aura lieu le 5 mai. En quoi consiste cette nouvelle édition? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Loup. Nous honorons 14 personnalités et critère d'honneur que nous gagnons, c'est pas 14 personnalités, institutions ça yo gagne 10 ans salon avec nous. Pendant 10 éditions salon, yo toujours ensemble avec nous. Institutions ça yo vini dans salon, c'est yo contribuer. Donc ça veut dire c'est qui ça, c'est yo qui porte expertise yo. C'est eux qui portent l'argent pendant 10 éditions. Ça, c'est eux qui font ça loin parce que nous-mêmes, nous seulement lancé l'idée, nous-mêmes, nous emboîté le pas. La 10e édition du Salon du droit a été lancée et c'était l'occasion aujourd'hui, mercredi,
pour le cabinet Patrick Laurent et associés d'organiser une cérémonie d'hommage et de reconnaissance. D'ailleurs, plus de 10 personnalités ont été honorées. Il y a eu une remise de plaques, non seulement pour les remercier pour leur contribution, parce que ces personnalités sont là depuis 2013 et nous sommes en 2023, 10 ans déjà. Elles n'ont jamais fait faux bond à l'organisation du Salon du Droit. Donc, cette année, le cabinet Patrick Laurent et associés a décidé de les honorer. D'abord, nous mettons droit à la disposition du public, la formation juridique sur public. Et nous mettons à la disposition du public institutions qui travaillent dans le domaine juridique là, ou bien dans le domaine du droit qui en pile monde dans la communauté n'a pas même compte ça fait. Par exemple, année ça, nous mettons la Cour supérieure des comptes. En pile monde a peut-être des cours supérieurs des comptes, c'était à parler de qu'il y a bien arrêt de débat, qu'il y a bien arrêt qui tisse à ce moment-là. Mais est-ce que ça court à faire? Des membres de la Bazoche qui étaient présents en grande quantité. Il y a eu la bâtonnière, il y a les patrons de médias, il y a également des journalistes qui ont représenté leurs médias. Donc c'est une activité d'abord qui a pour objectif de remercier tous les partenaires qui sont toujours là chaque année, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, eh bien ces partenaires sont présents, de leur permettre de savoir combien leurs travaux effectués dans la participation de chaque nouvelle édition du Salon du Droit sont importants. Au Salon du Droit lui-même, il permet d'exposer toute institution qui a travaillé à faire d'une façon ou d'une autre dans le domaine du droit. Et maintenant, un espace de rencontre tout pour que le public la rencontre avec des experts, des spécialistes en droit. Et son forme d'orientation professionnelle, ça c'est une année de mise en épreuve. Et une fois si le public Salon du Droit a répondre. Il faut noter que cette activité est organisée en prélude à la tenue du Salon du Droit qui aura lieu le vendredi 5 mai à l'Hôtel Marriott et tout le monde est invité à prendre part à cette activité. Donc c'est une organisation qui aura lieu, comme je l'ai dit précédemment, le vendredi 5 mai et c'est ouvert au grand public, à tous ceux qui veulent mieux comprendre le droit, à tous ceux qui veulent s'accrocher au droit, à tous ceux qui s'intéressent au droit. Donc c'est la possibilité qui est offerte. Et également, il y aura des expositions. Il y a plusieurs auteurs qui en profiteront pour marquer cet événement à travers la vente signature de leur ouvrage. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Métro News un de nos collaborateurs que vous connaissez bien, Jean-Jules Desaugustes, qui vient nous parler d'un livre sorti il y a quelque temps déjà et publié aux éditions Publicas. Il s'agit de ce livre que je montre très rapidement et qui s'intitule « Le président a parlé ». C'est un ouvrage collectif où l'on retrouve pêle-mêle pas des interprétations, mais des apports d'Evans Paul, de Maître Patrick Laurent, de Nadi Jean-Gardy, du colonel Rébu, de Mathias Pierre, ainsi que de Pierre-Antoine Louis et ça y est, je crois que j'ai cité tout le monde. Donc Jean-Jules est ici avec nous sur le plateau pour vous présenter cet ouvrage qui est un ouvrage qui sera, je l'espère, en tous les cas, un ouvrage de référence pour les futurs étudiants qui voudront se rappeler ce qu'a été la présidence de Jovenel Moïse, puisque dans le titre « Le président a parlé », il s'agit bien évidemment du président Jovenel Moïse. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes, bienvenue. Bonsoir Serge Cran, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. D'ordinaire, je suis avec vous pour rapporter, donc c'est le forum journaliste, comme reporter. Je suis là aussi cet après-midi comme directeur d'ouvrage ou auteur, si on peut l'appeler comme ça, mais aussi et surtout comme journaliste. Je veux le dire parce que cet ouvrage, c'est grâce à mes expériences de journaliste, pour avoir côtoyé l'homme plus d'une fois, pour avoir couvert ses discours, ses événements, pour avoir essayé de comprendre ou pour avoir compris aussi la démarche d'un homme qui est arrivé au timon des affaires, au sommet du pouvoir,
mais qui a été aussi assassiné dans des conditions inconnues, et, si vous voulez, incompréhensibles. Il s'agit de Jovenel Moïse. Je suis heureux d'être là, Serge Clan. Merci de me recevoir sur votre plateau à titre d'auteur. D'invité, d'auteur. C'est bien. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez voulu consacrer un ouvrage à Jovenel Moïse? Est-ce à cause de son assassinat, encore non élucidé, hélas, pas totalement élucidé en tout cas, ou est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a marqué la présidence haïtienne, et si oui, dans quel sens? Je répondrai d'abord oui, que Jovenel Moïse a marqué la présidence haïtienne, que ce soit par la manière dont il est arrivé au pouvoir, petit paysan, nègre banane, comme on l'appelait. Et totalement inconnu avant. Totalement inconnu. Ouais. Et 3 mois plus tôt, ou 3 mois plus tard, c'est un homme vraiment sorti de nulle part. On pourrait dire c'est un miraculé, mais voilà, il a marqué la présidence de cette manière aussi. Par sa manière aussi de diriger. Donc, il a vaincu des hommes les plus connus sur la scène politique haïtienne. Il est arrivé, il est élu président. Il a marqué la présidence de cette manière, par sa manière de diriger aussi, par ses déclarations un peu intempestives aussi. Il a marqué la présidence, mais aussi et surtout par son assassinat. Je me souviens de cette déclaration qu'a faite Evans Paul, qui était là aussi sur le plateau de Métropole, qui disait on a assassiné l'homme politiquement d'abord avant de l'assassiner physiquement. On a assassiné son caractère. C'est une manière aussi de marquer une époque, peut-être négativement. C'est l'un des présidents, à mon sens, à mon regard, à mon analyse aussi, le plus controversé dans l'histoire de la politique, de manière contemporaine s'il le faut. Politique contemporaine. À un moment de la durée, des millions de personnes savaient prendre les rues pour exiger le départ de l'homme. Et il a dirigé presque seul le pays à un autre moment de la durée, sans parlement, sans un pouvoir judiciaire solide. Aussi, il était seul maître à bord et il est mort seul, assassiné seul aussi dans sa chambre, selon l'histoire. Donc, c'est une manière aussi de marquer son passage, peut-être négativement ou positivement. Mais ce qui nous attire aussi l'attention et surtout, c'est cette déclaration que le président a parlé. On a considéré comme une déclaration de guerre, autoritaire, austère aussi. Un homme qui n'était même pas encore au Palais national, parce que quand il a fait cette déclaration, il n'était pas encore au Palais national, il venait d'être élu. Et quand il allait annoncer l'organisation du carnaval national au CAI, il a fait cette déclaration, il a dit « Le président a parlé, point barre ». Donc, il le disait de manière ironique, avec un peu de... avec une forme d'air de plaisantin, s'il le faut, mais presque toute la République a pris ça au sérieux. Et tout au cours de son mandat, il allait parler, et il a parlé aussi. Et il a fait d'autres déclarations que l'on pourrait peut-être souligner au cours de cette interview, de ce petit entretien. Un jour où j'étais au Palais national, face à toute l'opposition, il disait « Vous me demandez de parler, je vous invite à parler autour de la table, et pourtant... vous faites semblant de ne pas vouloir, de vouloir ce que vous ne voulez pas. » Il disait ça d'une manière, et puis il dit, entre-temps, le pouvoir politique s'exerce. C'est comme pour dire aux autres, pendant que nous n'avons gommé contre moi, moi, je travaille. Donc j'ai compris cette phrase, c'était 18 mai 2020, je crois, avant son assassinat, il a fait cette déclaration, et tant d'autres déclarations qu'a faites le président. Un autre jour, j'ai été encore au Palais national pour couvrir l'une de ces conférences de presse, de ces cérémonies. Il s'adressait à ses anciens financeurs politiques, les gens qui l'ont accompagné lors de la campagne électorale. Il leur disait cette phrase que je prononce. Si nous pensons, c'est parce que nous sommes accompagnés dans la campagne électorale qui fait que nous apprenons pays, etc., coupez-moi tes bons accompagnements. C'est comme pour dire qu'il se fout de l'accompagnement que les gens lui ont donné, lui ont apporté, mais lui, il a à faire ce qu'il a à faire. Tant d'autres déclarations qu'a fait le président, comme Napkip Gon, suivez mon regard, un président qui se respecte ne doit pas diriger un pays, ou bien ne doit pas donner le pays aux autres. Et il a dit aussi qu'un président qui se respecte doit travailler pour la postérité. C'est-à-dire des phrases un petit peu polémiques, et comme pour répondre à un clan, à un camp, à des adversaires. Et souvent, j'étais là,
et j'ai couvert tous ces événements pour Radio et Télémétropole. C'est comme pour dire que le journaliste, quelque part, Serge Clan, c'est un témoin du déroulement de l'histoire d'un pays, d'une nation au quotidien. Et c'est ce que présente le président parlé, le Jovenel Moïse, que j'ai suivi malgré moi, sans le savoir, un peu partout à travers le pays, et surtout quand il organisait le carnaval national à Port-de-Paix. Donc, sa zone d'origine, c'est de l'Ufro. Et je l'ai entendu dire cette phrase, que si pas nous comme ça, on a tapé au sommet. C'est des déclarations de guerre qu'a faites le président et qui se trouvent à l'intérieur de cet ouvrage. Le président a parlé avec les autres contributions apportées, que ce soit par l'ancien Premier ministre Evans Paul, le diplomate de carrière Pierre-Antoine Louis, le journaliste Adi Geraldi, l'ingénieur Mathias Pierre, le docteur Louis Pierre, maître Patrick Laurent et le colonel Himmler Rébu, qui ne sont vraiment pas gentils avec le président Jovenel Moïse, malgré sa mort. Enfin, pas tous. Pas tous, qui sont très objectifs dans leur analyse, pour rester objectifs nous-mêmes aussi dans ce rappel que nous faisons aujourd'hui sur le plateau. Bon, d'où cette réputation qu'il avait de ne pas savoir écouter, ou même de ne pas vouloir écouter, d'être isolé. Oui, il le disait et nous rapportons ça dans cet ouvrage. C'est une phrase que j'ai apprise par cœur. Il a dit, parfois il y a des décisions à prendre. Moi, j'ai une personne pour qui est d'eau. Vous sentez seul. C'est comme pour dire que c'est quelqu'un qui n'avait même pas sa femme à ses côtés. J'ose le dire, peut-être, c'est à travers sa déclaration. J'ai une spécialité en analyse du discours politique aussi. Je peux aller au-delà de la déclaration pour comprendre le réel. Quand le président dit, parfois, il y a des décisions que l'on prend. Moi, j'ai une personne pour qui accompagner. Vous sentez seul, c'est peut-être un solitaire, et il est mort en solitaire comme l'aigle qui prend son envol à la face du soleil. Oui, voilà. Mais Jean-Jules, il y a une différence entre ne pas avoir dans son entourage de gens qui sont capables de vous épauler, ou vous savez, et c'est autre chose que d'avoir des gens à côté de soi et de refuser de les écouter. C'est la réputation qu'il avait. C'est que, quelle que soit la personne qui essayait de lui parler, de le conseiller, il n'écoutait pas. Ou en tous les cas, même s'il écoutait, il n'en faisait qu'à sa tête. J'ai compris et j'ai fait des expériences particulières en ce qui a trait à cette compréhension du président. C'est un président qui, à mon sens, à mes expériences, à ma compréhension, n'était pas respecté d'abord. N'était pas respecté d'abord. Vous savez, moi-même, j'étais peut-être petit lors de la chute des Duvalier, mais je ne vivais même pas encore. Lorsque François, en fait, Duvalier père, comme on le dit en créole, bien, vivait encore et dirigeait encore, il suffisait d'un mémo que vous envoie, que ce soit le père ou le fils, pour que la chose soit faite, exécutée. Moi, je suis témoin de certaines demandes formulées par le président qui sont restées lettres mortes. Au début, selon des informations et selon des expériences personnelles que j'ai faites aussi, le président Jovenel Moïse s'est demandé à certains de ses proches de faire des choses qu'ils ne font pas. Je parle d'expérience. Et il y a l'ingénieur Mathias Pierre qui me rapporte quelque chose. Quand il fallait que le président Jovenel Moïse le choisisse comme ministre, le président a dit, puisqu'à chaque fois que je parle de quelqu'un, on trouve des choses à dire de cette personne, commérage, intrigue, politique peut-être, bon, je vais agir aujourd'hui, je vais annoncer rien à personne, je prends des décisions. C'est peut-être, oui, il est arrivé à un moment où il n'écoutait personne, c'est peut-être parce qu'au début, il savait que sa parole ne voulait rien dire pour son entourage. Jovenel Moïse peut vous rencontrer, le président assassiné, dire, ah, X ou Y, rencontrez M. Clan pour moi, faites tel suivi avec M. Clan, jusqu'à sa mort. Personne ne vous rencontrera pour faire le suivi. À tort ou à raison. Peut-être c'est quelque chose que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. Mais quand un président parle, la parole du président doit être respectée. Et j'ai compris, et je l'ai analysé comme ça, selon ces expériences-là, qu'il y a plusieurs manières de trahir ou de tuer un président. Ne pas respecter sa parole, par exemple. C'est une manière de le tuer, de le trahir. Parce que si le président prend, ou bien si le chef qui arrive au pouvoir, moi je fais une analyse politique sans entrer dans les détails des gens qui ont des positions autres, je m'en contre-fiche. Maintenant, si le président a pris des décisions, des engagements, c'est pas lui qui va tout accomplir. Il ne peut pas être partout à la fois. Et à un moment de la durée, il était partout à la fois parce que quand il délègue des pouvoirs, des responsabilités, ces choses ne sont pas respectées et
il le dit à certains proches qui me font des confidences. Il le dit aussi à moi-même qu'il a rencontré plus d'une fois. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas écouté et qui, à un moment de la durée, se croyait seul et était seul vraiment et pensait pouvoir tout faire. Il pensait pouvoir être omniprésent, omnipotent et omniscient. Et c'est pourquoi il est devenu un peu... En tout cas, il parlait beaucoup à un moment de la durée et seul. Il a vécu seul, il est mort seul, il a parlé seul aussi, Serge Clan, et c'est ce que nous rapportons dans cet ouvrage, Le Président a parlé. Et là-dedans se trouve aussi la constitution de Jovenel Moïse. Oui, c'est un concept que je ne connaissais pas, la constitution de Jovenel Moïse. Il était question, en effet, pendant son mandat, de réformer la constitution. Des gens y ont travaillé. Je pense à un ami qui vient souvent ici sur le plateau de Métropole, qui a fait ces fameuses 30 propositions. Il s'agit de Géry Tardieu, que vous connaissez aussi bien que moi. Oui, maintenant pour le texte de Géry Tardieu, on a dit la constitution de Géry Tardieu. Oui. Alors c'est une manière à nous en Haïti. Non, là c'était normal, parce que c'est lui qui était président de la commission qui travaillait. Donc en général, on donne, comme on parle de la loi Taubira, etc., ou de la loi Intel, là c'était quand même un travail qui avait été voulu et été fait par Géry Tardieu avec son groupe, et c'est lui qui dirige les débats. Il était donc normal et juste qu'on appelle la constitution de Géry Tardieu. La constitution de Géry Tardieu. Mais ce qui arrive, si vous me le permettez, Serge Clan, avec Jovenel Moïse, il y a une connotation négative et péjorative derrière ça, selon les opposants. Parce que quand on parlait de la constitution de Jovenel Moïse, c'était une manière de critiquer l'initiative prise par le pouvoir d'alors. D'ailleurs, il n'y avait pas de parlement. Il y avait un comité consultatif indépendant chargé de rédiger d'abord le projet de la nouvelle constitution qui devrait être un référendum qui devrait se faire le 27 juin, quelque chose comme ça, avant la mort du président, puis qui n'a pas eu lieu. Et après, c'était programmé, reprogrammé, reporté. Maintenant, pour critiquer le président, on dit « Ah, mais non, c'était la constitution de Jovenel Moïse ». Maintenant, ce texte est là. Et ce qui est une forme de découverte, de recherche, grâce à nos contacts journalistiques. Cette version, la version finale, la version qui devrait être un référendum, est là dans cet ouvrage. C'est l'opportunité qu'auront les lecteurs qui achèteront l'ouvrage, peut-être pour les jeunes, les générations, et qui viendront aussi. Eh bien, écoutez, Jean-Jules Desauguste, merci beaucoup d'être venu. Je crois que vous nous avez tous donné l'envie de nous plonger dans cet ouvrage, de voir tout ce que ces personnalités qui vous ont accompagné ont à dire. Vous avez dit que ce n'étaient pas tous des fervents partisans, au contraire. On sait très bien que le colonel, en particulier, a souvent été très sévère. Il n'est vraiment pas gentil à l'égard du président. Avec le président. Mais écoutez, merci Jean-Jules, merci et compliments. Merci beaucoup, compliments pour ce travail. Ce travail qui sera en signature au Salon du Droit, à la 10e édition du Salon du Droit, donc dirigé par Maître Patrick Laurent, qui est un autre collaborateur. Oui, ce sera le consultant politique et juridique aussi. Juridique, oui. Pardon, pas politique, juridique, oui. Donc ce sera à quelle date? C'est le 5, vendredi prochain. 5 mai. Très bien. Donc le président a parlé, et donc sera en signature. Sera en vente signature. Je serai là pour vous servir, pour signer pour vous. Donc voici le président Jovenel Moïse au microphone et qui intervient, comme vous le voyez, et qui parle. Le prix de l'ouvrage, c'est pas cher, c'est 5 000 gourdes. C'est ce que j'allais demander. Ça allait être ma dernière question. 5 000 gourdes. 5 000 gourdes pour avoir ce petit pavé. Oui, c'est à partir de 10h, les gens peuvent commencer par venir. 9h30, 10h. Marriott, à l'hôtel Marriott, c'est 5 mai, à la 10e édition du Salon du Droit, 5 000 gourdes. Donc, on dirait que le chiffre 5 nous colle à la peau, Serge Clan. Ah, décidément, oui. Merci encore, Jean-Jules. Compliment encore une fois pour cet ouvrage dont je suis sûr les étudiants
en droit, en histoire, en sciences politiques, en sciences politiques etc., surtout. En sciences politiques surtout. seront intéressés de voir. Parce que, bon, même si on peut dire que c'est de l'histoire récente. Oui, mais il y a des révélations à travers cet ouvrage. Voilà. Qu'il faut exactement vivre aussi. Très bien. Merci beaucoup, Serge Plan. Merci, voilà. Merci à la Métropole, merci à la technique. C'était notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes qui vous fait une présentation de ce que vous pouvez trouver dans le livre qui a été écrit sous sa direction et par lui-même en partie et qui s'appelle « Le président a parlé ». Il s'agit bien évidemment du président Jovenel Moïse. Bref rappel des grands titres. Le gouvernement demande à la population de remettre les suspects capturés à la justice. Selon la ministre AI de la Justice, Émilie Prophète-Milcé, la justice expéditive ne pourra en aucun cas aider à résoudre le problème de l'insécurité que connaît le pays. Les lynchages sont le signe de l'exaspération croissante de la population, affirme l'historien Georges Michel, qui estime qu'il y a un risque de débordement ou de règlement de compte. Célébration ce mercredi 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse. Haïti est en 99e position sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par l'organisation Reporters sans frontières. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.